Lin Zhao. Lin Zhao est une brillante étudiante de l'université de Beita, étiquetée droitière en 1957, qui refusa de reconnaître ses erreurs, comme on les appelait à l'époque, et continua de critiquer le régime communiste avec pour seule arme l'écriture. Emprisonnée en 1960 à Shanghai, elle continua dans sa cellule de dénoncer le régime révolutionnaire par de très nombreux textes, dont certains nous sont miraculeusement parvenus. Elle fut exécutée en 1968 sans véritable procès. Cette figure est réapparue en Chine à l'occasion de la réalisation d'un film, un documentaire, qui a été diffusé de façon très restreinte à la recherche de l'âme de Lin Zhao. Alors, Françoise, vous le disiez tout à l'heure, j'ai écrit une biographie de Lin Zhao et je voudrais commencer par une anecdote, par ce cauchemar qui m'a réveillée un matin de février 2017 alors que je faisais mes recherches en Chine pour conclure mon livre. C'est un livre que j'avais commencé grâce à Roudier, donc le réalisateur de ce film documentaire, qui m'a vraiment guidée, qui m'a permis d'avoir accès à des sources qui sont inédites, puisque dans le cadre de l'histoire de Lin Zhao, les sources sur lesquelles on travaille sont des sources qui ne sont pas du tout publiées. Et donc, je me réveille un matin de février avec cette angoisse qui m'étreint. Si Lin Zhao n'avait jamais existé, si, en vérité, elle n'avait été qu'une invention, de Roudier, une invention, je dirais, tout à fait louable, de la part d'un homme et d'un réseau de personnes autour de lui, en particulier de personnes qui se disaient donc les amis, camarades de Lin Zhao, qui auraient inventé cette figure d'une héroïne parfaite, une héroïne de la dissidence chinoise, parfaite parce que c'est une femme, parce que c'est une intellectuelle, dont le combat passe par l'écrit, qui en plus vient de l'université de Beita, qui est donc vraiment l'élite de la nation. Parfaite parce que c'est une martyre qui n'a jamais été réhabilitée, dont l'histoire continue aujourd'hui de poser problème en Chine. Alors évidemment, j'ai essayé de me rassurer du mieux que je pouvais, en me disant que bien entendu, Lin Zhao n'était pas un être de fiction, et que finalement tout ça était un doute qui arrive assez souvent à l'historien face au vertige des archives et des sources dont déjà quand on travaille sur les archives et les sources à proprement parler, on peut avoir des moments de doute, mais quand en plus celles-ci vous parviennent par des intermédiaires, comme ça a été mon cas, le doute peut être encore plus grand. Et puis, je me suis aussi dit que ce doute, il était probablement né du fait que la vie de Lin Zhao, son combat, comportait en eux-mêmes une dimension proprement romanesque. C'est un peu d'ailleurs ce qui rend les choses compliquées quand on écrit la biographie de Lin Zhao, c'est qu'on est de toute façon tout de suite pris par cette histoire et qu'il a fallu finalement, pour ce qui me concerne, mais c'est pas ce dont je vous parlerai aujourd'hui, un petit peu me battre contre la tendance à encore plus aller dans le romanesque, et Dieu sait qu'avec Lin Zhao, les ingrédients étaient là. Alors, le documentaire, je dirais, que j'avais découvert en 2008 et qui m'a servi de porte d'entrée pour l'histoire de Lin Zhao, a aussi beaucoup joué dans la façon dont j'ai perçu cette jeune femme. Et il m'a fallu, d'une certaine façon, me défaire de l'histoire qui est racontée par Roudier pour construire ma propre histoire. Et ce dont je me suis rendu compte notamment, c'est qu'en lisant les textes donc, que Lin Zhao a écrits en prison, c'est que pour construire son combat, pour le nourrir, ça a été un combat terrible. Elle a été emprisonnée de 1960 à 1968 à Shanghai dans des conditions effroyables. Elle a été torturée, elle a été violée, elle a fait de nombreuses grèves de la faim. Donc il s'agit véritablement d'un combat où le corps et le mental sont mis à l'épreuve de la plus difficile des façons. Et pour nourrir ce combat, j'ai pu constater, en lisant ces textes de Lin Zhao, qu'elle s'était notamment servie de modèles, de figures héroïques,
notamment, mais pas seulement, de figures féminines. Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'explorer la façon dont s'est construite cette figure de l'héroïne Lin Zhao. D'abord, en allant voir du côté du film documentaire de Roudier, en voyant très rapidement la façon dont ce film construit une certaine image de Lin Zhao, et puis en allant dans les textes écrits par Lin Zhao en prison pour comprendre quels étaient ses modèles d'héroïsme et comment donc elle a nourri son combat. Alors, on pourrait consacrer une présentation tout entière au film de Roudier, à la fois par son importance dans l'histoire de Lin Zhao, à la fois pour en souligner, je dirais, le travail de réalisation. Ce que je voudrais ici simplement faire, c'est noter à quel point le film représente une étape essentielle dans la mise en place de l'histoire publique de Lin Zhao. En effet, donc Lin Zhao est morte en 1968, au début de la révolution culturelle. Il va falloir attendre les années 1980 pour qu'il y ait une forme d'apparition, de réapparition de son histoire, mais alors très 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 minime, avec 1 ou 2 articles autour de 1981. Il y aura quelques autres articles dans les années 1990. Mais je dirais, jusqu'à la fin des années 1990, l'histoire de Lin Zhao est d'abord et avant tout connue de cercles privés, des anciens camarades de classe, des gens qui ont pu connaître des membres de sa famille, quelques intellectuels qui sont en lien avec ses camarades de classe, certains étant devenus journalistes. Voilà, donc c'est le milieu des anciens étudiants de Beida et des journalistes et un petit peu les milieux littéraires, mais ça reste extrêmement restreint. Et Roudier lui-même raconte comment la première fois qu'il a entendu parler de Lin Zhao, c'était par la mère d'un de ses amis qui était camarade de classe de Lin Zhao. Je reviendrai par ailleurs sur cette idée qui est un peu plus compliquée en fait qu'elle n'y paraît. Donc tout va changer avec le film de Roudier qui est terminé en 2004. C'est un film qu'il a réalisé sur 5 ans. Le film, évidemment, n'est pas diffusé en salle. Il ne bénéficie d'absolument aucune autorisation officielle. Il a de toute façon été réalisé de façon complètement, alors peut-être pas clandestine, mais en tout cas absolument marginale, sans aucun financement de producteurs. Donc le film ne sort pas en salle, mais il va être montré dans des cours à l'université, dans une galerie dans la région de Canton. Et puis, surtout, il va bénéficier d'une diffusion sur Internet. Et là, évidemment, à partir de la diffusion sur Internet, l'histoire de Lin Zhao va toucher un public beaucoup plus large que ce n'avait jamais été le cas. Et donc, on peut véritablement affirmer qu'avec Roudier et le film de Roudier, une certaine Lin Zhao est inventée, qui est au fondement de la construction iconique de la jeune femme aujourd'hui. Alors pour comprendre comment ce film se construit et quelle histoire il raconte, je voudrais vous montrer tout simplement le début du film. Alors, je vais monter le son là, je crois. 4年前，我听到一个关于北京大学女学生在上海的提篮桥监狱用自己的鲜血书写了大量勇烈的、充满人道激情的血书，最后被监狱秘密枪决的故事。这个女学生的名字叫林昭。那时我是第一次听到这个名字。1957年的反右运动之后，整个中国大陆都停止了思想，并生活在谎言与恐怖之中。是这个女孩开始进行了独立的思考。在狱中，当她被剥夺了笔和纸的情况下，她用发卡当笔，刺破自己的手指，在墙上、在衬衣上书写血的文章与诗歌。这个故事使我最后做出一个决定，放弃我的工作，去远方寻找林昭飘逝的灵魂。Alors, je vais reprendre les différents éléments que l'on entend dans ce début de film en montrant comment
là, d'emblée, Roudier installe une narration qui va être, je dirais, qui va se fixer. Première chose, il nous parle d'une étudiante de l'université de Pékin qui est en prison. Donc l'opposition entre l'intellectuel d'une grande université chinoise et l'enfermement en prison. Deuxième élément qui est amené, c'est l'écriture avec son sang. Donc c'est l'idée évidemment du courage, du combat et en parallèle de l'exécution. Donc le sang qu'elle donne, le sang qu'on va lui prendre, est au centre de cette histoire. Puis vient, alors je ne sais pas si je peux vous remontrer, puis vient cette photographie de Lin Zhao, qui est une photographie de cette jeune femme avec un visage d'ange. Ça va peut-être être un peu compliqué. 4年前，我听到一个关于北京大学女学生 Ouais, j'ai pas la barre de défilement. Bon, je le laisse 在 comme ça 上 pendant 海 que 的 je 提篮 parle, 桥监狱 sans le son. Donc va venir cette photographie de Lin Zhao, qui est une photographie de l'époque en fait de la réforme agraire. Donc elle est toute jeune. Et ce qui frappe, c'est la pureté de ce visage. Hein. On a pu parler, la voilà, d'un visage d'ange. Hein. Vient ensuite, donc, Roudier va nous raconter ensuite la façon dont il a découvert l'histoire de Lin Zhao. Et il dit que c'est la première fois qu'il a entendu parler de son nom. Et alors c'est là où je vous dis il y a quelque chose déjà qui se construit, que Lin Zhao raconte et qui est un peu différent de probablement ce qui s'est passé, puisque quand j'ai rencontré Roudier et que j'ai discuté avec lui de cette question, Roudier m'a dit qu'en fait il avait aussi lu les articles dans le magazine le Nanfang Zhoumo. Il y avait plusieurs articles parus dans les années 1990. Autrement dit, le fait qu'il a entendu parler de Lin Zhao n'est pas le simple canal par lequel l'histoire lui est arrivée. En fait, il avait aussi lu ces articles. Mais ce qu'il retient pour son film, l'histoire qu'il retient, c'est d'en avoir entendu parler. Donc quelque chose qui relève peut-être de la rumeur et qui peut-être donne encore plus de mystère, je dirais, à l'histoire de cette jeune fille. Roudier va ensuite évoquer le contexte historique et plus particulièrement l'année 1957 et le mouvement anti-droitier. Alors pour vous dire très rapidement, pour ceux qui ne le sauraient pas, le mouvement anti-droitier vient tout de suite après le mouvement connu sous le nom du mouvement des Sans-Fleurs, qui est un des rares moments dans la Chine, on aimerait dire maoïste, mais peut-être faut-il dire la Chine tout court, un rare mouvement d'ouverture où le pouvoir, le gouvernement incite les élites à parler, à suggérer, à donner des conseils, voire à critiquer la façon dont le gouvernement gouverne sur la Chine. Et les intellectuels vont finir, assez forcés à vrai dire, par donner leur avis. Et bien entendu, leur avis n'étant pas proprement positif par rapport à ce qui se passait à l'époque en Chine, il va y avoir un très fort retour de bâton. Et dès le mois de juin 1957, Mao Tse-tung va lancer ce mouvement anti-droitier qui va avoir pour conséquence l'arrestation, la condamnation de centaines de milliers d'intellectuels de toutes catégories, aussi bien des professeurs d'université que des instituteurs, des étudiants que des étudiants ingénieurs. Sont frappés, si vous voulez, toutes les personnes qui, d'une certaine façon, possèdent un minimum d'éducation et sont, d'une certaine façon, en capacité de réfléchir sur ce qui se passe dans leur pays. Donc évidemment, le mouvement anti-droitier va frapper assez durement l'université de Pékin, qui avait été assez active dans le mouvement des Sans-Fleurs, et Lin Zhao va à ce moment-là être étiquetée droitière. Et donc, Roudier donne deux mots pour caractériser ce mouvement. Il parle de terreur et de mensonge. Il dit à ce moment-là, toute la Chine a cessé de penser et on est rentré dans la terreur et le mensonge. Et à cela, il oppose évidemment la figure de Lin Zhao, une personne qui pense indépendamment, donc qui est complètement à contre-courant et marginal. Donc il souligne, je dirais, l'exemplarité, mais qui est aussi l'aspect complètement extraordinaire du choix fait par cette jeune femme qui s'isole et qui se distingue.
Viennent ensuite, alors oui, j'aurais dû faire continuer de défiler mon film, je recommence. Viennent ensuite des images montrant les manuscrits de prison. Et au moment où Roudier montre ces images, il nous explique que donc Lin Zhao, en prison, a écrit avec son sang, en se perçant les veines. Elle a écrit sur le mur et les draps pour écrire ses textes. Alors, en disant cela, Roudier nous impose cette image qui est une image extrêmement puissante d'une jeune femme qui donne son sang pour écrire par tous les moyens en prison. Mais il généralise, en tout cas, il simplifie une réalité beaucoup plus complexe, puisque, comme on le verra tout à l'heure, Lin Zhao, en fait, a écrit avec son sang, en effet, en prison, mais avec des stratégies assez particulières. Or, un jour, j'arriverai. Je voulais faire un arrêt, mais bon, voilà, c'est pas grave. On va le remettre. À la fin, vous le connaîtrez par cœur. Ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est que cette photo, le moment où Roudier filme les manuscrits, en fait, ce qu'il filme, ce ne sont pas les originaux. Ce sont des photocopies de textes écrits par Lin Zhao, mais textes écrits à l'encre. Et en fait, Roudier a eu en sa possession, en effet, à un moment donné, certains des textes de Lin Zhao sortis de prison, mais qui n'étaient pas des textes écrits au sang, et je vous expliquerai tout à l'heure plus précisément pourquoi, qui étaient donc des textes écrits à l'encre, textes qu'il a photocopiés, puis il a redonné les originaux à la famille qui les a, la sœur de Lin Zhao les a déposés par la suite aux États-Unis. Donc voilà, là j'ose plus arrêter, mais ce que vous voyez là, et Roudier ne le dit pas, ce ne sont pas les originaux. Et évidemment, il y a une vraie stratégie, je dirais, du cinéaste, de nous faire croire que nous sommes en face d'une écriture de sang. Il est évident qu'il ne se permettrait pas d'écrire sur les originaux, vous pouvez bien l'imaginer. En tout cas, voilà, il y a, si vous voulez, là, une vraie construction. Et pour nous, le spectateur, ce qui frappe, c'est le sang, évidemment. Et puis, la dernière chose que mentionne Roudier, évidemment, c'est la radicalité de son propre choix à lui, la façon finalement dont, avec modestie, il se met en parallèle de l'histoire de Lin Zhao, puisqu'il explique qu'il a choisi d'abandonner son métier pour faire ce film documentaire. Alors, comme Roudier me l'a expliqué plus précisément, en fait, au moment où il réalisait ce film, il travaillait à l'agence Chine Nouvelle comme maquettiste, et ses supérieurs hiérarchiques ont appris qu'il avait commencé ce projet de film, donc sont venus le voir et lui ont donné deux choix. Soit il arrêtait de faire le film, soit il arrêtait de travailler pour l'agence Chine Nouvelle, mais en aucun cas il ne pouvait rester employé de l'agence tout en faisant ce film. Il a donc choisi en effet d'arrêter de travailler pour faire ce film. Donc il a d'une certaine façon fait aussi un choix de sacrifice de sa vie, de sa personne en tout cas, même si il n'a rien à voir avec celui de Lin Zhao. Donc vous voyez comment ce début de film construit un récit qui n'est pas tout à fait, évidemment, qui n'est pas une fiction, mais qui, je dirais, déjà commence à travailler avec une certaine réalité autour de Lin Zhao et autour de la façon dont Roudier lui-même a conçu ce film. Et la suite du film va continuer à construire comme ça une personnalité, la personnalité de Lin Zhao, à partir de ces quelques motifs esquissés en ouverture. Alors, quelles sont ces caractéristiques? Et je ne m'attarderai pas plus dessus aujourd'hui, mais je vous les liste là. Il s'agit d'abord de la caractériser comme une combattante intransigeante, incorruptible, une âme pure. Il s'agit aussi de montrer à quel point il s'agit d'une individualité solitaire, la seule qui aurait continué de penser, finalement, dans une Chine qui s'était arrêtée de penser.
L'autre caractéristique que souligne Roudier, c'est le fait que Lin Zhao est une penseuse visionnaire. Ce qu'elle dit de Mao Tse-tung et du régime du Parti communiste chinois, les textes que Roudier va lire à l'écran, sont des textes qui sont véritablement les textes politiques de Lin Zhao. Lin Zhao a écrit durant toute sa vie, et en particulier en prison, un certain nombre de textes qui, pour certains, ressortent du domaine, je dirais, de la lutte politique, des textes de dénonciation contre le régime, contre Mao, le régime étant caractérisé comme un régime totalitaire. Mais elle a aussi écrit des textes plus personnels, par exemple des lettres à sa mère, j'y reviendrai. Elle a aussi écrit des poèmes. Elle a écrit une espèce de dialogue qui est assez théâtral, mais qui est aussi assez délirant, il faut le dire. Et Roudier ne choisit de l'ensemble de ces textes que les pamphlets, les pamphlets politiques, et les textes qui accusent Mao, accusent le régime communiste. Il va aussi insister sur la dimension de martyr de l'histoire de Lin Zhao. Alors, vous le voyez ici par cette peinture que Roudier a lui-même peinte au moment où, après le film, il ne m'a pas donné la date. Mais quand Roudier va parler des souffrances de Lin Zhao, il va faire quelque chose d'assez curieux. C'est-à-dire que d'un côté, il va les évoquer, mais il va cependant ne jamais parler concrètement, par exemple, du fait que Lin Zhao a probablement été violée à plusieurs reprises. Il va ne pas non plus mentionner de façon particulièrement, je dirais, descriptive les différentes tortures qu'elle a pu subir en prison, comme si, tout en évoquant les souffrances, il s'agissait quand même de ne pas accentuer, je dirais, l'aspect physique de ce martyre, pour aller tout de suite dans la dimension spirituelle. Et donc, il y a le film est hanté par l'image, je dirais, christique, du martyr christique. Alors, il est hanté pour de bonnes raisons, parce que c'est une image, j'y reviendrai tout à l'heure, qui hantait Lin Zhao elle-même. Et donc, d'une certaine façon, il y a une rencontre, je dirais, entre la façon dont Lin Zhao elle-même s'est accompagnée de la religion chrétienne et la façon dont Roudier lui-même réinvestit l'histoire de Lin Zhao par cette iconographie et ce récit christique. Et il faut insister, alors vous l'entendrez pas là, le film est actuellement en ligne sur YouTube. Alors c'est assez, il apparaît et disparaît sur YouTube. Donc pour une fois il y est, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, le voir en entier. Mais à un moment donné, à partir du moment où Lin Zhao est emprisonné, le film est accompagné d'une musique qui est une musique religieuse chrétienne, qui insiste encore une fois sur cette dimension-là. Une des dernières choses sur lesquelles Roudier va insister dans son film, parmi toutes les autres tortures, c'est celle-ci, c'est la torture du masque. Lin Zhao va, à la fin de sa période d'emprisonnement, donc probablement en 1967-1968, être mise à l'isolement dans une cellule. Et comme elle ne cessait de crier son innocence, crier des textes, des poèmes, chanter contre le régime, les gardiens de prison, la prison à l'époque avait été occupée par les militaires. La révolution culturelle à Shanghai a été particulièrement violente et c'est l'armée qui, à un moment donné, a pris le pouvoir. Donc on lui a mis ce masque, cette cagoule, pour l'interdire d'ouvrir la bouche. Et Roudier a été, évidemment, on le comprend, extrêmement fasciné par ce moment. Et donc, vous le voyez ici, en train de dessiner le masque alors qu'un témoin lui décrit, et puis une peinture qu'il a fait plus tard. Donc voici les éléments les plus massifs, si vous voulez, que l'on a dans le film. Mais il y a aussi toute une série d'éléments que Roudier ne mentionne pas ou mentionne en passant. Je dirais parmi les plus importants, ceux qui apparaissent le moins, c'est tout le contexte familial. Roudier va assez peu s'attarder sur le contexte familial, sur le fait que Lin Zhao est née pendant la guerre, dans une famille elle-même assez éclairée sur le plan politique. Il va assez peu parler de la figure maternelle, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure.
Et de même, il ne va pas du tout mentionner la façon dont Lin Zhao a rompu avec sa famille de façon brutale en 1949 pour rejoindre les rangs du Parti communiste, alors qu'à la même époque, ses parents auraient préféré qu'elle parte faire ses études aux États-Unis, car elle était une très très brillante jeune fille. Donc toutes les relations de Lin Zhao avec le communisme avant la rupture de 1957 ne sont pas non plus explorées. Or, on se rend compte en lisant des textes et des témoignages à quel point Lin Zhao a eu, on va dire, une histoire d'amour assez compliquée avec le communisme. Elle a rejoint le communisme donc en 1949, mais s'est sentie mal acceptée, on va dire, mal aimée dans cette nouvelle famille, en raison, entre autres, de ses origines, qui étaient des origines bourgeoises, comme on disait à l'époque, mais peut-être aussi en raison de sa personnalité, qui n'était pas la personnalité de quelqu'un prêt à se soumettre à n'importe quel diktat. Roudier ne va pas non plus insister sur les fragilités de la jeune femme. Lin Zhao était une jeune femme fragile, physiquement d'abord. Elle était tuberculeuse, comme beaucoup de Chinois à l'époque. La tuberculose était un fléau de ces années d'après-guerre. Donc le sang est quelque chose qu'elle a connu bien avant la prison, en raison de sa maladie. Mais c'était aussi quelqu'un qui avait visiblement une certaine fragilité psychologique. Moi, j'ai lu des lettres qu'elle a écrites dans les années 50, donc au moment où elle est dans l'école de journalisme avant d'entrer à Beïta, des lettres à sa meilleure amie de l'époque, où on voit vraiment à quel point c'est une jeune fille qui traverse des moments de grave dépression, en raison notamment de ce qu'elle subit, de ce que lui font subir ses camarades communistes qui ne cessent de la mettre sur la sellette. La question aussi de la folie en prison. Encore, je vous le disais tout à l'heure, certains textes de Lin Zhao écrits en prison peuvent paraître un petit peu délirants, et la question de savoir si elle a pu garder toute sa raison dans des conditions aussi effroyables se pose aussi quand on lit les textes. Et Roudier ne l'aborde même pas, il ne pose pas la question. Et puis, il aborde assez peu, un petit peu, mais très peu, d'autres aspects qui font de cette jeune fille autre chose qu'une héroïne, mais simplement une jeune fille de son temps. Par exemple, son côté bon vivant. Ses camarades disent à quel point Lin Zhao était une gourmande, qui aimait beaucoup le sucré, qu'elle aimait aussi beaucoup boire, mais qu'elle tenait assez mal l'alcool. C'était une jeune fille que tous ses amis décrivent comme extrêmement élégante, toujours bien habillée, qui se faisait des permanentes à l'époque où les jeunes filles se coupaient les cheveux. Donc tout cet aspect-là, la culture aussi, c'est une jeune femme, on y reviendra, qui avait une immense culture littéraire, à la fois une culture classique chinoise, mais aussi une culture occidentale, qui impressionnait beaucoup ses camarades. Et puis, bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne mentionne pas non plus les tortures précisément pour le moment de la prison. Alors, parmi les témoins, Roudier interroge de nombreux témoins, mais parmi les témoins, il y en a une qui manque. Elle manque parce qu'elle a refusé de témoigner. C'est Peng Lingfan, donc la sœur cadette de Lin Zhao. Roudier l'a rencontrée, mais alors là, les récits sont un peu complexes, mais d'après ce que m'a dit Roudier, Peng Lingfan avait très 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 peur. Elle continue à se sentir persécutée. Elle vit maintenant, j'espère qu'elle vit encore, car elle est maintenant assez âgée, mais elle est aux États-Unis depuis 1989, mais elle continue d'être terrorisée. Et elle avait dit à Roudier, quand il est venu la voir, mais si tu fais ce film, tu vas te faire tuer par les communistes, c'est certain. Et donc elle a refusé de témoigner, mais par contre, Roudier a enregistré un moment, le seul moment où elle parle dans le film, qui est le moment où elle raconte comment sa mère a appris la mort de Lin Zhao. Et donc, l'absence du témoignage de Peng Lingfan fait aussi que certains aspects manquent dans le film. Pourtant, Roudier aurait pu, Peng Lingfan a témoigné d'autres façons. Elle a écrit des textes, elle est intervenue sur Radio Free Asia, et elle dresse un portrait de sa sœur qui est assez différent de celui que l'on peut avoir par le film de Roudier.
mais qui le recoupe évidemment aussi en certains points. Elle l'a décrit comme une âme entière, mais dans d'autres confidences, elle va évoquer une forme d'égoïsme de la part de Lin Zhao. Elle dit par exemple, et là je la cite, « Elle n'a jamais eu l'impression de faire du mal à sa famille. Quand elle a écrit en prison « Il ne me reste qu'à m'excuser », elle a écrit ça dans une de ses lettres à sa mère, ce n'était pas un vrai regret. Peng Lingfan, par ailleurs, aborde directement la question de la folie et affirme que ce qu'elle pense, c'est que sa sœur n'est jamais devenue folle, mais qu'elle a probablement eu des moments de folie. Et selon elle, de toute façon, la limite entre la folie et la raison reste tout à fait poreuse, et que dans le cas de Lin Zhao, ce qui est certain, c'est qu'elle n'a pas perdu la raison de façon définitive, même si elle a probablement eu des moments particulièrement pénibles. Et puis, Peng Lingfan explique très précisément ce qu'il en est de ces fameux textes de sang. Donc, elle explique, donc ça c'est dans un entretien avec Radio Free Asia, elle montre des textes aux journalistes et elle lui dit, vous voyez, ces textes sont écrits à l'encre. Par contre, on a sur la page des taches de sang. Et le texte est intitulé « Lettres de sang ». Et donc, ce qu'elle explique, c'est comment Lin Zhao, en effet, à certains moments, s'est percé les doigts, les veines, avec des épingles, mais pour écrire ou maculer le papier ou le tissu de sang, mais que dès qu'elle en avait la possibilité, elle recopiait au stylo les textes qu'elle avait écrits. Et ce qu'on peut penser probablement, c'est qu'elle a peut-être beaucoup commencé des textes au sang, qu'elle a ensuite recopié et continué à l'encre. On a comme ça des textes qu'elle date de plusieurs périodes qui ont été commencées à une certaine date et terminées beaucoup plus tard. Mais Lin Zhao continue, même quand elle les recopie au sang, à leur donner un titre, lettres de sang, texte de sang. D'où, je dirais, une forme de confusion. Mais ce qui permet aussi de comprendre à quel point l'écriture de sang était quelque chose de stratégiquement pensé par Lin Zhao dans son combat. Alors, je n'aurai pas le temps aujourd'hui de vous parler plus précisément des témoignages des amis ou camarades de classe, ceux que Roudier utilise, mais ceux aussi qu'il n'utilise pas et qui viennent, je dirais, complexifier ce portrait. En tout cas, ce qui est certain, si vous voulez, c'est que le film de Roudier, et ce n'est pas du tout une critique, hein, entendez-moi bien, c'est un choix que fait le réalisateur, et on fait toujours un choix quand on raconte une histoire, y compris une histoire vraie. Et là, le choix qu'a fait Roudier, c'est de faire de Lin Zhao, je pense, une héroïne universelle. Une héroïne qui peut parler aussi bien aux Chinois, qui vont comprendre son histoire, qu'à nous, occidentaux, qui vont être touchés par la dimension sacrificielle, le martyre qu'a vécu cette jeune femme. Et donc, il va peut-être, du coup, chercher à gommer tout ce qui la particularise, tout en l'ancrant, je tiens à y insister, dans l'histoire de la Chine maoïste, parce que, je dirais, Roudier se sert aussi beaucoup de ce film pour attaquer le régime communiste. Alors la question que je me suis posée à partir de là, c'est de voir comment on pouvait approcher l'héroïne Lin Zhao par elle-même, c'est-à-dire par ses textes. La sœur de Lin Zhao dit à Radio Free Asia que selon elle, Lin Zhao ne cherchait pas à agir en héroïne. Là, je la cite. Elle avait une exigence instinctive, naturelle et aussi un idéal. Elle ne se prenait pas pour une héroïne. Et pourtant, la capacité de résistance de la jeune femme en prison impressionne. Et il est évident qu'elle a mis en place des stratégies de combat et de survie. Et je ne vais pas toutes les explorer ici, mais ce que je voudrais aussi ici explorer, c'est la façon dont justement elle s'est servie de modèles, d'héros, héroïnes et héros, réels et fictifs, qui ont pu l'aider à survivre. Alors je dirais dans ces modèles, il y a deux versants. Il y a d'un côté les modèles, le versant qu'on peut dire public, et de l'autre côté le versant privé, intime. Et je commencerai par celui-ci, par le versant privé, en soulignant tout d'abord l'importance de la figure maternelle. La mère de Lin Zhao, Su Xianmin, était une combattante. Elle a participé au mouvement révolutionnaire du début du siècle. Dans son adolescence, à Suzhou, on l'appelait la jeune fille en rouge. Plus tard, durant la guerre, elle s'est lancée dans la lutte patriotique et a rejoint les rangs de la résistance.
Il faut noter cependant que même si elle était proche du Parti communiste, qu'elle avait de nombreux amis au Parti communiste chinois, elle n'est jamais entrée elle-même au Parti communiste. Par ailleurs, c'était une féministe de la première heure. Par exemple, elle a pris fait et cause pour une jeune femme violée par les officiers du Kuomintang après la libération. Donc c'était une figure très importante de la vie politique à Suzhou, qui est même entrée à la Ligue démocratique en 1948. Alors, la mère de Lin Zhao est son soutien. En prison, Lin Zhao ne cesse de lui écrire et d'attendre ses lettres. Et une lettre montre combien elle en a fait un guide de combat, mais aussi son premier témoin, puisqu'elle lui raconte absolument tout. Et je dois vous dire que quand j'ai lu ce que Lin Zhao écrivait à sa mère, je me suis dit que cette pauvre femme avait dû extrêmement souffrir, parce qu'elle a véritablement, par les lettres de sa fille, été témoin de tout le martyre de sa fille en prison. Donc voilà l'extrait d'une lettre écrite le 24 octobre 1967. « Maman, sais-tu quel jour nous sommes ? Cela fait 7 ans que j'ai été emprisonnée. Il y a 7 ans, cette nuit-là, quand tu les as vus me passer les menottes, tu as pleuré. Alors que dans ta propre vie de combattante, quand tu as vécu des moments pareils, tu n'as pas pleuré. » Et donc, on voit ici à quel point, pour Lin Zhao, sa mère est un modèle de combat qu'elle cherche à égaler. Alors, il faut dire que, mais je vais passer rapidement, je pense, sur cet aspect-là, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Il faut dire que la mère de Lin Zhao n'était pas pour autant à encourager sa fille à aller dans ce combat. Et on a une lettre, la seule lettre qui nous reste, qu'elle a envoyée à sa fille en prison, où au contraire, elle lui reproche d'être beaucoup trop obstinée dans ce combat et de faire souffrir toute la famille, sa mère y compris. Et ce qui est intéressant, c'est que, si vous voulez, Lin Zhao ne va pas prendre en compte cette souffrance maternelle. Elle va d'une certaine façon la sublimer et l'incorporer, en faire une des dimensions de son combat politique. Et donc, elle va écrire à sa mère des lettres dans lesquelles elle fait le parallèle entre la souffrance de sa mère et la souffrance d'autres mères, d'héroïnes, de combattantes. Par exemple, elle lui dit avoir lu par le passé, à l'époque donc où elle vivait encore chez ses parents, un livre nommé A Mother Fight Hitlers, livre qui a été écrit en 1940 par Irmgard Litten, la mère de Hans Litten, qui était donc un juriste qui avait eu le malheur de faire comparaître Hitler en justice en 1931 et qui donc s'est fait arrêter en représailles dès la prise de pouvoir de Hitler au moment de l'incendie du Reichstag. Il a ensuite été envoyé en différents camps de concentration et s'est finalement suicidé à Dachau en 1938. Le livre, A Mother Fight Hitler a été assez rapidement traduit en anglais, puis publié aux États-Unis en 1940 comme un de ces livres pour encourager les Américains à rejoindre le combat contre Hitler et à rejoindre les Alliés dans la Seconde Guerre mondiale. Et donc, Lin Zhao dit à sa mère, qu'en le lisant, elle a pensé à propos de sa mère: je pense que ta position est encore plus pénible et malheureuse que celle de la mère de Litten. C'est une façon comme une autre d'encourager sa mère à souffrir, en tout cas de lui dire que son combat n'est pas un combat isolé. Autre figure héroïque à laquelle Lin Zhao a recours, c'est celle de Zoya Kosmodemyanskaya. Alors là, je dirais, Lin Zhao y a recours dans une des rares lettres où elle se laisse aller à des confidences et où la question du combat passe au second plan et où elle s'interroge véritablement sur ce que peut souffrir sa mère en étant témoin de cette vie-là. Alors, Zoya Kosmodemyanskaya est une martyre de la guerre soviétique contre les Allemands, qui a été exécutée en 1941 et dont la mère donc a écrit l'histoire que Lin Zhao connaissait. Et Lin Zhao, il se trouve que Lin Zhao a rencontré donc la mère de Zoya, qui était invitée pour donner une conférence à l'université de Pékin en 1955 ou 56. Et Lin Zhao garde en mémoire l'image de cette mère et dans sa lettre, elle raconte cela à sa mère. Alors que le bus allait démarrer, elle était assise à son siège et elle nous a adressé un léger sourire en hochant la tête. Elle nous a salués de la main.
J'en ai gardé un sentiment étrange, un souvenir profond. Ah maman, si tu savais. Son sourire était bien sûr celui d'une mère aimante, mais il était si empli de solitude, il laissait voir la tristesse qui emplissait son cœur. À chaque fois que je pense à elle, à ce petit sourire d'une mère solitaire que nous a laissé voir la mère de Zoya, je ne peux m'empêcher de penser. Une mère, veut-elle que sa fille devienne une fois morte une héroïne, ou ne préfère-t-elle pas que celle-ci vive une vie normale, soit une personne ordinaire? À quoi peuvent lui servir les sentiments de sympathie de ces jeunes étrangers? Nos fleurs, nos baisers, comment ont-ils pu combler le vide de son cœur? Et c'est donc là, dans cette lettre, une des rares fois où l'exigence idéaliste du combat cède chez Lin Zhao à d'autres sentiments, un des rares moments où elle semble penser donc à la douleur qu'a pu ressentir sa mère en étant la mère d'une héroïne. Alors, je passe un peu rapidement sur le fait que l'histoire familiale a aussi pu servir le combat de Lin Zhao dans sa dimension publique, avec la figure de l'oncle maternel, qui est mort donc en 1927. Donc, c'était le frère aîné de sa mère, et il a été assassiné par Chiang Kai-shek, enfin par le Kuomintang, au moment des événements de 1927. Et je vais en venir maintenant à d'autres figures qui, cette fois-ci, ne sont plus des figures privées, mais des figures publiques que Lin Zhao utilise, auxquelles elle a recours dans son combat. Alors, évidemment, il y a... Enfin, évidemment, non, je vous le dis parce que pour avoir travaillé avec Lin Zhao pendant longtemps, pour moi, c'est évident, mais il y a le recours à des figures occidentales. En premier lieu, la figure de Prométhée enchaîné, avec ce très long poème qu'elle a écrit en 1959. Mais il y a aussi, de façon beaucoup plus succincte, une allusion à Lincoln dans la lettre qu'elle écrit au quotidien du peuple, où elle rappelle une anecdote. Il s'agit de celle où Lincoln aurait vu un porc en train de se noyer dans la boue et serait allé le sauver. Et il aurait dit « Je ne le fais pas pour le porc, je l'ai fait pour ma conscience ». Donc voilà déjà un certain nombre de figures qu'elle utilise. Il faut aussi évoquer en termes de modèle la culture littéraire de la jeune femme. Alors ici, culture qui va aussi bien dans la littérature occidentale que dans la littérature chinoise classique. Il y a notamment un certain nombre de poèmes qui font allusion, par exemple, à la figure classique du poète exilé. C'est une des figures classiques dans la poésie chinoise que celle du poète exilé. Ou alors, et c'est le cas avec le poème que je vous ai mis là, qui évoque d'autres poètes qui ont, eux aussi, ont vécu par le passé des moments difficiles. Donc, dans ce poème qui est adressé à un ami qui, à l'époque, se trouve en camp de travail, elle cite deux poètes. Elle cite d'abord Li Qingzhao, qui était une poétesse de la dynastie des Song, qui, dans une première partie de sa vie, avait écrit des poèmes d'amour, et dans une seconde partie de sa vie, alors qu'elle était son mari était mort au combat, et dans une période par ailleurs assez trouble de l'histoire chinoise, a écrit des poèmes beaucoup plus tragiques, d'exil, de solitude et de veuve éplorée. Et par ailleurs, dans ce même poème, il y a une allusion, une citation d'un autre poème, d'un très grand poète, un des plus grands poètes chinois, Tu Fu, qui est un poème qu'il a écrit à la mémoire de Li Bai, autre célèbre poète. Donc là aussi, un réseau, je dirais, de références, de citations par rapport à des poètes qui eux-mêmes ont connu des ennuis avec le pouvoir, se sont retrouvés mal vus, exilés, marginalisés par le pouvoir. Alors, quelque chose sur lequel il faut insister, même si je passe un petit peu vite, c'est l'importance de la référence religieuse. Je vous le disais tout à l'heure à propos de Routier. Lin Zhao a une éducation chrétienne. Elle a été quelques années dans une école de missionnaires. Elle s'est fait baptiser en prison et elle a de nombreux textes dans lesquels elle parle à Dieu, elle se réfère à Dieu. À Dieu plutôt qu'au Christ à proprement parler, mais la façon dont elle parle, elle se décrit elle-même comme une soldate de Dieu, et la façon dont elle parle de ses souffrances permet vraiment un parallèle avec le martyre christique. Et
il est certain que la foi a beaucoup porté et beaucoup aidé Lin Zhao dans son combat, puisqu'elle dit que c'est pour Dieu qu'elle souffre. Alors je finirai ici avec 2 figures féminines. On aurait pu en mentionner une troisième, j'y ai pensé tout à l'heure avec la présentation, l'exposé de Michaela. On aurait pu parler de Ban Zhao, parce qu'il se trouve que Lin Zhao s'appelle Lin Zhao, avec le même caractère que celui que l'on a dans Ban Zhao, parce que quand elle est née, son père, regrettant qu'elle ne soit pas un garçon, lui a donné le prénom d'une de ces grandes figures féminines de la Chine classique, une historienne, pour le coup pas du tout une héroïne qui est allée se sacrifier, mais plutôt une femme de lettres qui a été donc historienne de la cour de nombreuses années. Donc voilà, je l'évoque rapidement, mais les 2 figures que je voulais évoquer, c'est d'une part Qiu Jin, et d'autre part la jeune fille aux cheveux blancs. Alors Qiu Jin, je ne reviens pas sur qui elle est, mais on peut comprendre en quel point Lin Zhao peut se sentir des points communs avec cette poétesse, enseignante, journaliste féministe et révolutionnaire. La figure de Qiu Jin n'apparaît pas de façon explicite très souvent dans les textes, mais elle apparaît quand même dans ce poème, et cette préface à ce poème, écrit en octobre 1963, une lamentation automnale. Donc il faut noter que dès le titre, le nom de Qiu Jin figure, puisque le Qiu, qui veut dire automne, est également le Qiu du prénom de Qiu Jin. Et le texte fait très directement allusion à Qiu Jin. Voilà 3 automnes que je suis en prison, tristesse et long regret, humeur automnale qu'il est sinistre le bruit de l'automne. J'ai fait des vers en pensant à l'héroïne du Jiangru, c'est-à-dire à Qiu Jin. Et plus précisément, elle dit qu'elle fait des vers à partir d'un poème de Qiu Jin. Vent d'automne, pluie d'automne vous font mourir de chagrin. Y aura-t-il à nouveau des êtres humains à la prochaine génération ? Il faudra compter sur la protection des héros des générations précédentes. Donc, je me lamente sur le temps présent. Mes aspirations sont claires, je ne puis distinguer le présent de l'hier, je me sacrifie pour la justice, faisant le serment de poursuivre dans les traces de la soldate, donc de Qiu Jin. Donc vous avez ici une façon qu'a Lin Zhao de se placer au-dessus de sa contemporanéité et de se mettre déjà dans une histoire, l'histoire éternelle des héros et des héroïnes, et la façon dont elle rappelle l'histoire de Qiu Jin et dont elle se réfère à elle est aussi une façon pour elle de s'inscrire dans une longue lignée d'héroïnes qui ont existé avant Qiu Jin. Mais, et je terminerai par cela, peut-être plus importante encore, est la figure de la fille aux cheveux blancs. Alors, qui est la fille aux cheveux blancs ? C'est une figure de la légende communiste, glorifiée par des pièces de théâtre, un film et plus tard un ballet. Il s'agit de l'histoire probablement vraie, véhiculée durant la guerre, d'une jeune paysanne qui a été achetée à son père endetté par un propriétaire terrien qui en fit sa servante et la viola. Désespérée, la jeune fille s'enfuit dans les montagnes et survécut cachée dans une grotte durant toute la guerre. Elle se nourrissait en allant voler les offrandes laissées dans les temples. Et sous le coup des épreuves, on dit que ses cheveux avaient blanchi, si bien que les rares paysans qui l'aperçurent à cette époque crurent avoir affaire à un fantôme. À la fin de la guerre, elle fut sauvée par son ancien fiancé qui vint libérer le village avec l'armée communiste. C'est une histoire très importante. C'est d'abord un des premiers films qui a été réalisé par les studios communistes en 1950. Et c'est resté un des films les plus importants de la filmographie communiste. J'avais vu des statistiques. C'était un des films qui avait été le plus vu par les Chinois durant toute la période maoïste. Un film qu'on montrait incessamment, qui a ensuite été transformé en ballet révolutionnaire. Le ballet révolutionnaire lui-même tourné pour devenir un film. Donc, La fille aux cheveux blancs est une histoire qui, j'irais, habitait tous les esprits. Et donc, c'est à cette fille aux cheveux blancs que Lin Zhao se réfère, peut-être à la fois donc, dans une lettre à sa mère, où elle lui dit « Ce qui me donne un peu de courage, c'est l'image de la fille aux cheveux blancs, même si sa vie fut toujours difficile et qu'elle fut bien plus seule que moi, à un point que je ne puis connaître. » Mais elle le fait aussi de façon tout à fait publique. Ainsi, elle raconte dans son journal de combat
comment un soir, elle est grimpée à la fenêtre et elle s'est mise à hurler à l'attention des passants le discours suivant. « Je suis la fille aux cheveux blancs de la prison Tilan Chao. J'en appelle à la compassion du peuple de Shanghai. Je suis Lin Zhao, étudiante de l'université de Pékin, prisonnière politique à Tilan Chao. J'habite au 159 rue Maoming. À Tilan Chao ne voit jamais le jour. Les bandits communistes ont fait disparaître l'humanité. Les groupes révolutionnaires se livrent à des jeux obscènes avec les prisonnières et m'ont fait perdre ma virginité. Je suis malade, je crache le sang, je suis maltraitée sans raison, je suis blessée. Peuple de Shanghai, écoutez les accusations de Lin Zhao. » Mao Tse-tung s'est montré obscène avec Lin Zhao. Il a tué en secret Ke Qing-che, qui était l'ancien maire de Shanghai. La fille aux cheveux blancs est peut-être l'héroïne dont Lin Zhao s'est le plus ouvertement servie. Alors le fait qu'elle ait choisi une héroïne communiste, de fiction en outre, même si l'histoire est basée sur des faits réels, mérite réflexion. Alors il faut d'abord retenir l'image. Lin Zhao, en prison, a effectivement vu ses cheveux blanchir. Donc il y a quelque chose je dirais, qui fait qu'elle se sent proche physiquement de cette jeune femme. Il faut aussi souligner, évidemment, combien l'imaginaire communiste demeure un référent pour Lin Zhao lorsque cet imaginaire est associé au combat des opprimés, à la résistance. Dans ces moments-là, elle en revient aux origines du communisme chinois, à son essence d'avant l'État totalitaire, et Lin Zhao n'a jamais renié ce communisme-là. Pour elle, le Parti communiste chinois a tout simplement trahi l'idéal communiste. Par ailleurs, on peut supposer qu'avec cette figure universellement connue en Chine, très populaire, Lin Zhao essaye de retourner le rapport de force. Elle n'est pas la contre-révolutionnaire, elle n'est même pas une prisonnière politique, mais elle est l'opprimée, celle que la Chine communiste, dans l'histoire de la fille aux cheveux blancs, vient libérer. Et donc, elle souligne une fois de plus, en faisant cela, la perversion du régime maoïste. Ce régime qui doit libérer les opprimés les enferme. Enfin, ce qui touche avec le parallèle avec la jeune fille aux cheveux blancs, c'est comment Lin Zhao parvient à parler d'elle publiquement comme femme. Non plus comme une combattante, mais comme une femme blessée, torturée, violée. Et elle le dit dans ce texte de façon tout à fait explicite. Finalement, et je conclurai avec cela, autant les modèles héroïques qu'elle invoque par ailleurs semblent donc l'aider à nourrir son combat, à tenir le coup, autant la figure de la fille aux cheveux blancs lui permet peut-être de donner un sens à ce qu'elle subit, un sens non pas seulement politique, mais humain, comme si Lin Zhao, d'une certaine façon, avait trouvé dans la fille aux cheveux blancs pas tant un modèle d'héroïsme que tout simplement une sœur de souffrance. Voilà, je vous remercie.